Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour cette édition du Prix du bien commun 2025 des EDC, nous sommes à Toulouse dans la boîte Agrine Culture. Trois chiffres, à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, une soixantaine quand même de personnes à manager et des super tech, et un seul secteur d'activité donc au service de l'agriculture. Et toi-même, tu es fils d'agriculteur, c'est ça? Je suis fils d'agriculteur et un agriculteur particulier puisqu'il fait autant de la grande culture, de l'arboriculture et même de la viticulture. Donc on couvre globalement tous les secteurs de l'agriculture française, européenne et presque mondiale. D'accord, donc ce métier, tu l'as dans les tripes depuis toute ta jeunesse et tu as envie de le simplifier, remettre l'agriculteur, lui libérer du temps de travail. Comment tu veux, c'est quoi ta vision? C'est quoi qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? En fait, quand on prend les tendances aujourd'hui du milieu agricole, on se voit qu'on est déjà dans une impasse ou alors on fonce très rapidement dans cette impasse. On voit que aujourd'hui, le temps passé par les agriculteurs dans les champs n'est plus soutenable. N'est plus soutenable pour plein de raisons. Déjà, si on commence à utiliser des opérations plus agroécologiques, donc plus durables pour l'environnement, plus durables pour la planète de manière générale, ben, il faudrait que les agriculteurs passent beaucoup plus de temps dans les champs. Or, s'ils doivent passer beaucoup plus de temps dans les champs, eh bien, aujourd'hui, on a déjà du mal à recruter. Il y a un tiers des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années et personne pour les remplacer. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. On n'arrivera pas à combler les besoins de temps passé dans les champs avec la population d'agriculteurs et de salariés agricoles. Et donc la robotisation, l'autonomie des machines agricoles, c'est une partie de la réponse pour libérer de nouveau du temps pour ces agriculteurs? Deux éléments. Le premier élément, c'est comment déjà on arrive à continuer à produire. Et le deuxième élément, c'est comment on va produire mieux et de manière plus durable. Déjà, on veut continuer à produire avec ce que l'on a. Et si on veut continuer à produire avec moins de personnes, notre projet, c'est de pouvoir robotiser les machines et leur permettre de travailler toutes seules dans les champs, dans les parcelles, que ce soit de la viticulture, de l'arboriculture, sans plus personne dans le bout de champ, l'agriculteur sera, lui, à la ferme pour pouvoir superviser ce qui se passe dans ces parcelles. Le deuxième élément, c'est et si la robotique pouvait faire plus que uniquement pallier au manque de main-d'œuvre. Et c'est là notre mission de pouvoir accompagner les agriculteurs, non pas sur quelque chose qui se fait de manière traditionnelle, mais sur tout ce qui se fait de mieux en agriculture de précision, en agriculture plus durable, en agriculture plus soutenable. Voilà, là, il y a l'idée aussi du bien commun, hein, puisque tu m'expliquais dès le départ, en fait. Donc, cette agriculture, ce territoire, c'est notre bien commun. Et comment, avec ce type d'agriculture, effectivement, on va le pérenniser? L'objectif, et ça existe depuis des siècles et des siècles, c'est de pouvoir transmettre ce bien commun que sont nos terres agricoles aux générations, et on le ressent particulièrement, moi en étant fils d'agriculteur, mais les fermes qui se transmettent de génération en génération, on a cet héritage à pérenniser et à transmettre. Le transmettre, c'est pas le détruire. Le transmettre, c'est déjà le préserver et si on peut l'améliorer, c'est extraordinaire. Et donc l'améliorer aujourd'hui, c'est quoi? C'est réussir à avoir des sols qui seront encore fertiles, qui permettront de pouvoir faire pousser quelque chose encore demain dans un contexte qui est compliqué, qui est le réchauffement climatique en particulier. D'accord. Alors, on parlait d'autonomie, donc de toutes ces machines agricoles qui pourront donc, grâce à ta techno de robotisation, fonctionner toutes seules, donc se déplacer toutes seules, Mmh. réaliser un certain nombre de tâches toutes seules, dont on va revenir dessus. Comme ça paraît un peu magique et souvent tout part juste du toit finalement. Regardez, tu nous montres? En fait, c'est un exemple le plus simple de ce que l'on peut proposer à des industriels avec qui on va collaborer. On va leur apporter un kit simple que l'on peut positionner sur le toit dans cet exemple et qui, en une demi-journée de travail, va robotiser leur machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
N'ayant plus personne pour conduire nos tracteurs et malgré tout avec des impératifs, il faut que les tracteurs tournent dans les champs pour pouvoir cultiver, eh bien avec ce kit-là, on va transformer ce tracteur particulier en un robot autonome. En fait, ce kit va faire ce qu'on pouvait demander à un conducteur de tracteur. C'est-à-dire qu'il va faire 3 opérations. La première opération, c'est que le conducteur, il va conduire son tracteur, il va faire un itinéraire dans la parcelle et donc va choisir ce qu'il va faire, comme, dessin dans la parcelle, comme mission, ce qu'on appelle. Ce système, guidé par des systèmes satellitaires, peut opérer à une très grande précision. Oui, tu me disais de l'ordre de 2 millimètres. 2 millimètres en sortie Waouh! d'antenne, on est capable de se positionner. Et donc il va pouvoir réaliser, sa mission dans le champ. Mais la personne qui est dans le tracteur, elle fait pas que ça. Elle fait aussi toute la sécurité autour de la machine. Les tracteurs sont dangereux, les tracteurs sont lourds, ils peuvent aller vite. Et donc cette personne garantit qu'il ne va pas écraser les cultures, qu'il ne va pas abîmer quoi que ce soit autour du champ, ou ne va pas écraser le moindre animal qui se présente devant le tracteur. Donc concrètement, tu as des capteurs tout autour d'un périmètre de sécurité? Tout à fait, c'est exactement ça. On a un certain nombre autant de capteurs embarqués sur la machine ou de dispositifs embarqués sur ce kit-là qui permettent de garantir qu'il n'y aura jamais rien qui vient se positionner sous les roues ou arriver à Donc proximité un des zones arrêt en dangereuses. fait du fonctionnement dans le Exactement, cas d'obstruction ou... exactement. C'était exactement ça. Réussir avec les capteurs, avec les informations qui sont remontées par ce kit-là, de pouvoir arrêter la machine. Et le dernier point que la personne fait au volant de son tracteur quand on arrive à en trouver, c'est de voir ce qui se passe autour du tracteur. Identifier s'il y a des problèmes dans la parcelle. Ça peut être autant une flaque d'eau parce qu'il a plu énormément et qu'il faut pouvoir relever, mais identifier des potentielles maladies, des hétérogénéités dans la parcelle, qui sont autant d'informations avec beaucoup de valeur, ce qu'on appelle des remontées agronomiques. Oui, parce que là aussi, avec tes caméras, tu as un degré de précision pour justement voir les arbres, les plantes, aller jusqu'au niveau de la feuille pour justement diagnostiquer, prédiagnostiquer ce type de maladie, c'est ça? Tout à fait. On a effectivement un certain nombre de caméras et d'éclairages permettant de remonter ces informations sur notre plateforme cloud et de fournir à l'agriculteur, qui est l'utilisateur de ces machines, le maximum d'informations, non pas des photos, mais des photos analysées avec un rapport de ce qui se passe dans ces parcelles. Et finalement, ce kit fournit ce que pouvait fournir le conducteur de tracteur quand on en trouvait. D'accord. Donc en fait, tes clients, ce sont les fabricants en B2B, donc des machines agricoles, hein. Tout à fait. Notre cible n'est pas, parce qu'on n'a pas les moyens d'adresser toutes les demandes des agriculteurs, et donc on s'adresse aux fabricants de machines et de tracteurs à qui on fournit un kit que l'on va certifier ensemble, homologuer, de telle sorte que lui puisse vendre cette option sur des tracteurs ou sur des machines. D'accord. Et aujourd'hui, tu me disais avoir des partenariats avec la majeure partie des fabricants, en fait, qui sont finalement relativement limités à l'échelle mondiale. Il y a moins d'une Major, comme on voilà, dit. il y a moins d'une centaine d'industriels de taille importante dans le monde entier. On a la chance d'en avoir pas mal en Europe et donc on travaille avec un certain nombre d'industriels de taille importante qui dépassent facilement les milliards d'euros de chiffre d'affaires. Waouh, félicitations. On peut voir tourner Bien en sûr. autonomie une machine? Oui. Donc, on a vu fonctionner les machines agricoles en autonomie et grâce à ces kits d'autonomie donc que tu as développés et que tu vends donc en marque blanche aux fabricants de machines agricoles. Donc, l'agriculteur, il gagne évidemment un temps très précieux et puis également un confort de travail. Pour autant, il reste toujours maître de son outil. L'objectif est que l'agriculteur soit comme s'il était dans sa cabine, toujours au plus proche de ce qui se passe.
Et en fait, à distance, sur la plateforme, il est capable de voir, comme ici, ce qui se passe sur la parcelle. Voilà, donc ça, c'est la caméra embarquée Voilà, donc sur là, c'est une caméra qui est embarquée sur le toit d'un tracteur, donc la caméra avant, et pour voilà, suivre si effectivement il n'y a pas le moindre obstacle. Mais comme là, effectivement, tout fonctionne correctement, il n'y a pas grand-chose à voir, et tant mieux, ça permet de laisser l'agriculteur là où il a la valeur. Et encore une fois, quand tout fonctionne, l'agriculteur n'a pas de valeur pour cette opération spécifique. Et pour autant, l'autonomie permet de faire beaucoup plus que uniquement des heures de tracteur. Il permet de pouvoir faire des itinéraires agroécologiques, écologiques, qui sont soit demandeurs de beaucoup plus de temps, ou alors qui vont nécessiter une certaine complexité que l'agriculteur ne va pas pouvoir allouer pour gérer tel ou tel nouvel itinéraire. Et c'est exactement ce que l'on fait ici. Oui. C'est important, je pense, de temps en temps, de réussir dans un milieu, qui plus est, de start-up et d'entrepreneurs où chaque seconde compte, où hyper exigeant, le milieu voilà, agricole, tout le c'est ce que temps. tu me disais, hein. Voilà, et avec un peu la rudesse du milieu agricole, et de réussir à juste prendre son temps. Euh, Dans la majorité du temps, l'objectif pour moi, c'est de faire gagner du temps aux autres. Et il y a des moments où il faut accepter juste de perdre son temps. Et je pense même, malheureusement, ce livre, c'est pas perdre son temps, c'est en gagner, mais différemment. Bah, oui, effectivement, ça fait partie de mon livre que j'ai sur mon bureau, Prendre la bonne décision, par, le père Tanguy-Marie Pouliquen. Les EDC, ça t'apporte quoi? Tu y es depuis quand? Non, je sais pas depuis quand. OK. Je sais même pas, depuis très longtemps. Enfin, très longtemps, du point de vue de mon engagement entrepreneurial depuis pratiquement le début. Je pense que je suis aux EDC depuis 2017, ou 2018, donc depuis presque le début de mon aventure entrepreneuriale. Hem, Démarrer une entreprise, on est souvent seul, ou en tout cas avec des questions que peu de personnes dans notre entourage bah, peuvent comprendre. Et même mon épouse ne comprenait pas ce que je vivais. Pourtant, ça paraît simple, une entreprise, une idée, des salariés, et puis c'est tout. Et en fait, c'est quand même d'une très grande complexité. Et en fait, la solitude du dirigeant, hem, j'avais plein de structures qui pouvaient m'accompagner, mais enfin, je cherchais quelque chose d'un petit peu plus profond que uniquement des outils, des tableaux Excel, hein, ou des méthodes, des recettes. Et encore une fois, travaillant sur le milieu agricole, qui nécessite de considérer tout, autant la météo, l'agriculteur, bah, je pensais que de la même manière que dans l'entrepreneuriat, il fallait pas considérer uniquement le fichier Excel et les méthodologies, mais vraiment l'humain dans sa globalité. Et les EDC m'ont apporté ce que je recherchais, c'est-à-dire l'entrepreneur dans une société avec des problèmes que nous avons tous, sur lesquels on partage. Et ça, effectivement, j'ai trouvé ça assez merveilleux. Tout à l'heure, tu me disais être entrepreneur, c'est quand même, les montagnes russes, émotionnelles en permanence et tu as, vécu une levée de fonds, tu as vécu, des choses finalement assez aussi douloureuses dans le partage de la gouvernance de ton Ouais. entreprise. Du coup, est-ce que tu as peut-être un ou 2 cas où tu t'es senti vraiment soutenu par ta foi et entre guillemets, tu as vu le Saint-Esprit te agir ou Dieu agir dans ta vie d'entrepreneur? Parce que ça peut être très encourageant aussi. Hem, alors, très bonne question. Tu peux Heu, réfléchir, en couple ou pas. oui, oui, oui. Hem, en fait, on a enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'est que, ce que je vis au quotidien, beaucoup d'entrepreneurs le vivent. Hem et en fait, prendre juste le recul, le temps de l'analyse. Alors, ça parle pas du tout de foi, je suis désolé, hein, bon, juste prendre ce recul, et vraiment identifier ce qui
est important et ce qui ne l'est pas, quand on est la tête dans le guidon tout le temps, en fait, je trouve ça merveilleux et encore une fois, prendre le temps de la prière, le temps de l'analyse, le temps de la décision, hem, effectivement accompagné, alors là, par des outils, des EDC, en fait, c'est assez magique. Ça clarifie. Ça clarifie, ça nous pousse déjà à nous poser. Et à prendre, enfin, encore une fois, prendre la bonne décision. Enfin, s'il est sur mon bureau, c'est pas pour une mauvaise raison, c'est de temps en temps, il faut savoir prendre son temps. Est-ce que la foi, m'a, porté, pour une quelconque décision? L'entrepreneuriat, effectivement, c'est des montagnes russes, ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel, tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. Et en fait, être, faire preuve de tempérance, de temps en temps, réussir à, essayer de maintenir, un cap, quand, tout va mal et réussir, à, essayer de modérer, ses joies, quand c'est merveilleux parce que nous on vit tout, puissance 3000, hein. Et bien, en fait, encore une fois, c'est je pense, une vertu qu'il faut enfin, que j'essaye en tout cas moi de cultiver, chez moi, et qui font que j'arrive à tenir. J'arrive à ce que quand tout va mal, ou en tout cas quand je considère que tout va mal, en fait, de réussir à prendre ce recul et identifier ce qui, n'est pas si mal que ça. Et encore une fois, quand c'est extrêmement difficile, mais que je vois mes salariés et que je vois la flamme qu'il y a dans les yeux de mes salariés, ça porte énormément et je pense qu'on le cultive, cette passion pour le produit, pour ce que l'on fait, qu'on arrive à transférer aux salariés et quand ça va mal et que ce sont eux qui me portent, c'est que globalement, on a réussi à construire avec mes associés quelque chose, qui doit pas être, trop mauvais. C'est magnifique. C'est quoi tes 2 gros challenges dans les mois à venir? Si on devait prier pour toi, donc la concrétisation de ta levée de fonds. Je pense qu'il y a, je sais même pas si c'est la levée de fonds, sur lequel il faut prier parce que, heu, tout ce que j'ai considéré comme un échec au moment où c'est arrivé, avec mon associé, on a réussi à se dire: «Heureusement que c'est arrivé parce que, on s'est transformé et on a réussi à rebondir dans une, direction que l'on considère meilleure et que si on avait eu, tel ou tel événement quand on l'espérait, eh bien, on se serait probablement planté». Alors, ça fait très, mode américain où il y a pas Ou d'échec, sagesse, très parole de sagesse. où, il y a pas d'échec, il y a que des expériences. Avec mon esprit un peu franco-français, des échecs, ça existe, des trucs où on s'est planté, complètement, ça existe, et qu'il y a des moments où je préfère réussir plutôt que, rentrer dans une courbe d'apprentissage qui me permet de mieux Un rebondir la prochaine exemple? fois. On s'est planté sur un énorme contrat, il y a quelques années, où on avait mais tout fondé sur ce contrat, en disant: «Toute la boîte bosse dessus». Le covid ayant un petit peu aidé quand même, et on s'est retrouvés mais complètement, C'est pour un partenariat avec pour un un partenariat fabricant avec particulier? Ouais. un fabricant et en fait, tout s'est globalement écroulé, à ce moment-là. Les PGE, enfin tout ça arrivant, on a été forcé de se réinventer, un peu du jour au lendemain. Et je pense qu'on s'est renforcé dans ce genre de situation, malgré tout, en essayant de clairement identifier ce sur quoi on a de la valeur, ce sur quoi on a moins de valeur, où on est moins, pertinent, en fait, pour réussir à être ce que l'on est aujourd'hui. Et encore une fois, sur le coup, enfin, j'étais prêt à tout abandonner. Oui, parce qu'en fait, la totalité de ton investissement, il est entre guillemets «en amont», énormément en R&D. Exactement. Et est-ce que les industriels, ils t'accompagnent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils De financent de plus en plus. De protos, comment on dit Ouais. dans ton métier? Un POC? Exactement. On dit encore un POC, On dit un OK. POC et après on passe en certification et après on passe en vie-série. Voilà. En fait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, voyant que, on a besoin d'être cofinancé sur les phases amont, alors qu'au début on disait: c'est, notre savoir-faire donc ça nous appartient et c'est à nous de le financer». On est rentré dans un mode de financement qui est complètement différent, qui est l'industriel cofinance les étapes pour aller jusqu'à la vie-série. Et encore une fois, À la fois, ça te sécurise et en même temps, tu me disais, les concurrents
de l'industriel avec lequel tu as fait ce choix de Mmh. collaboration innovative, si je puis dire, finalement, ensuite, peuvent, eux, te mettre une forme de pression en disant, Les partenaires c'est aiment pas aussi toujours simple, hein, ouais, c'est les pas aussi partenaires aiment binaire. toujours être les premiers Ouais. et rester durablement les premiers. Donc la question, c'est comment on arrive sur nos innovations technologiques à donner une certaine primeur à ceux qui ont investi plus que les autres, sans pour autant que l'investissement soit fait que pour un industriel. Parce que notre pertinence, c'est dans la Mmh. diffusion la plus large possible des Oui. technologies. Donc on essaye d'avoir, par, brique technologique, des primeurs, sur tel ou tel industriel, qui auront financé. Et cette philosophie du bien commun, tu l'appliques aussi au secteur auquel tu t'adresses, puisque tu m'expliquais que dans la viticulture, en fait, de par, la valeur des produits vendus, il y avait une valeur ajoutée perçue du retour sur investissement généré par ta techno, qui était beaucoup plus forte que l'agriculture, traditionnelle et que du coup, tu faisais le choix, toi aussi, grâce à ces marges dégagées, de pouvoir continuer à soutenir la totalité de l'agriculture et particulièrement celle qui nous fait vivre. Ça, c'est Oui. très intéressant parce que ça, c'est un vrai parti pris. Tu pourrais te concentrer sur ce qui marche et en fait, Mmh. tu choisis d'équilibrer pour être au service de tous les agriculteurs. Exactement. Ce qui est important, c'est que, notre agriculture, puisse, dégager, un salaire digne pour nos agriculteurs. Ça, c'est un point important. Il y a quand même, beaucoup d'agriculteurs dans la grande culture, qui sont, en dessous des seuils, de décence. Et donc, on veut absolument pouvoir accompagner ces agriculteurs-là. C'est une Gain de mission, temps quoi. et gain de confort. Exactement. Oui. Mais ce gain de temps, c'est, derrière, et le confort, c'est de la rentabilité supplémentaire. Et derrière, on sait aussi que, c'est pas l'agriculture, la ce qu'on appelle la grande culture, blé, orge, maïs, colza, qui a les plus grandes marges. Donc elle a pas forcément une capacité à aller, porter des innovations, disruptives, aussi rapidement que des, secteurs de l'agriculture beaucoup plus rentables, et en particulier la viticulture. C'est pour ça qu'on a effectivement commencé par la viticulture, et enfin, commencer sur ces secteurs-là pour pouvoir migrer le plus rapidement possible sur la grande culture, qui est presque un retour aux sources puisque l'activité principale de l'exploitation familiale demeure la grande culture. Aujourd'hui, pour qu'on ait quelques chiffres, combien d'agriculteurs sont équipés de tes solutions? Ou bien il y a combien de tracteurs qui circulent? Comment tu comptes? Alors nous, on parle de combien de De kits systèmes, voilà, d'autonomie? de kits d'autonomie on a, déployés, toutes machines confondues. On en a une petite centaine. Qui ont été, déployés, un peu partout, dans le monde. Alors surtout en France, bien sûr, un peu en Europe et un peu dans le monde. Et tu les téléadministres tous Alors, depuis on ta a accès plateforme. on a accès à tous les systèmes, en tant que super administrateur de la solution. Néanmoins, l'objectif est surtout pas d'administrer à la place des agriculteurs. C'est eux, les chefs d'exploitation, c'est eux qui décident. Donc on vient uniquement en support, pour les utilisateurs, lambda de la solution ou en support un petit peu plus approfondi pour toutes les machines qui sont encore en R&D, sur lesquelles ils ont besoin de support, un petit peu plus poussé ou de hotline. C'est quoi tes perspectives de développement? Je dis ce que j'ai dit au levée de fonds ou Ouais, ouais, vas-y, parce que non, du coup, c'est des sujets de prière. Alors vas-y, ouais. Non, enfin, on pense raisonnablement que pour soutenir notre agriculture, à court terme, il faut que, on ait, nous, autour de 12 000 machines en 2030 en exploitation, sur le secteur, France-Europe. De toute manière, avec, presque, 200 000 exploitants agriculteurs en moins en 2030, enfin, l'autonomie n'est pas une question. elle est L'autonomie, nécessaire. elle est absolument nécessaire et c'est juste une question de souveraineté alimentaire. Donc encore une fois, je pense que, aujourd'hui, on est, dans les starting blocks pour déployer massivement nos solutions. L'avantage, c'est qu'il y a un vrai appétit
par le marché, hein, ils savent très bien dans quelle situation ils sont et donc ils sont extrêmement demandeurs de ces solutions. Donc en fait, c'est parti. Ah, alors un mot encore, j'ai vu plusieurs courriers signés d'Emmanuel Macron sur ton mur, quand même la classe. Aux EDC, quand on s'engage aux EDC, on est souvent, soutenu pour justement faire rayonner le mouvement à l'extérieur dans d'autres, collectifs de chefs d'entreprise, ou même, au niveau du système politique et toi, tu Ouais, as plusieurs engagements, tu peux peut-être nous en dire un ouais. mot? J'ai une chance inouïe de pouvoir, être autant président de l'association française de robotique agricole qui s'appelle Robagri, qui a été, mandaté pour, accélérer la robotique agricole. Donc on a, reçu 21 millions d'euros sur 5 ans pour pouvoir, accélérer, l'adoption, l'impact réalisé par la robotique agricole, et le déploiement des solutions. On a quand même beaucoup d'industriels en France et donc c'est merveilleux. Hem et pour bien comprendre, c'est la première fois que l'État a confié à une association privée autant d'argent. C'est vraiment le signe de la confiance qu'ils avaient dans notre vision de l'utilisation de fonds publics et ça, c'est quand même, une très belle reconnaissance des Bravo. travaux, Ouais, ouais, réalisés par bravo. l'association. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en étant ambassadeur France 2030, donc avec, cette, capacité ou en tout cas cette mission d'essayer de remonter, heu, auprès, donc du secrétariat général pour, l'investissement, comment sont utilisés les fonds, de France 2030, les 54 milliards de France 2030. Alors ambassadeur sur l'axe 6, hein, sur le développement, d'une agriculture, saine, durable. Eh bien, encore une fois, j'essaye avec, mes connaissances autour de la robotique, du machinisme agricole, de pouvoir faire remonter le maximum d'informations et en particulier porter les sujets qui me passionnent et sur lesquels je vois qu'il y a l'impact autour de la robotique agricole. Donc voilà, ces engagements, sont, d'une part très intéressants, passionnants, nécessitent quand même un petit peu de temps. Le temps est clé. Mais encore une fois, permet effectivement de pouvoir, porter une vision que l'on juge, durable, que l'on juge pertinente, pour notre agriculture, pour notre industrie, pour nos agriculteurs et pour la société. Voilà et tout ça appuyé sur les valeurs chrétiennes puisque la question c'est toujours, c'est quoi de différent un patron chrétien? Et donc un peu le fil conducteur, voilà, c'est cette, préser